et de déguerpissement menés simultanément dans toutes les communes du département. L'autorité administrative et les élus locaux justifient l'action par le besoin d'un meilleur cadre de vie. Les déguerpis, eux, désapprouvent l'opération. Reportage Salif Sow. La nuit a été longue et perturbée à Guédiawaye. L'opération de désencombrement a été simultanément lancée dans les 5 communes du département. Golfe Sud, Sam Notaire, Médina Gounass, Wakhinane Nimzatt et Ndiarème Limamoulaye. C'était le grand nettoyage. Un déguerpissement qui commence par les alentours des écoles. Je suis l'adjointe au préfet du département de Guédiawaye. On va nettoyer tout le département, désencombrer les espaces publics, faire de sorte que le cadre de vie soit beaucoup plus attrayant. Une opération de 3 jours qui suscite la colère des déguerpis. Certains dénoncent une politique de 2 poids 2 mesures, d'autres parlent de sommations non encore reçues. Bref, leur avenir s'assombrit. Le comble, l'absence de sites de recasement. Les parcs artisanaux promis sur le littoral par le maire de la ville Aliou Sall tardent à voir le jour et les déguerpis n'ont aucune chance de réoccuper la voie publique. Le suivi sera assuré selon les autorités locales. Je m'appelle Momodou Fall, je suis conseiller municipal à la commune de Wakhinane Nimzatt. Je suis le vice-président de la commission cadre de vie et environnement. Nous avons aussi renforcé des agents pour le suivi. En tout cas, nous appelons la population à subir et de lutter contre l'insalubrité et l'occupation anarchique. Une nouvelle bien accueillie par les riverains des secteurs jadis occupés. Nous avons besoin d'un environnement sain. C'est le Clean Day en mode fast-track dans une ville où 90% de l'économie est informelle. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Parlons maintenant de la grève des commerçants au 2e jour du mouvement lancé par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Le mot d'ordre de l'ACIS est encore bien suivi aujourd'hui, comme c'était déjà le cas hier. Face à ce que les commerçants grévistes appellent l'inertie des autorités, ils ont continué de baisser rideau. Notre reporter Koumba Sandiane Faye est repassé au marché Tilène et Sandaga pour constater l'ampleur du gel des activités commerciales. Voici son reportage. Devant des cantines fermées, des commerçants se regroupent par-ci et là. Si certains chapelets ou Coran à la main se contentent des prières, d'autres sirotent leur tasse de café ou discutent. Oui, allez suivre parce que la majorité, 95% franchement. Ici à Tilène, sur l'avenue Blaise Diagne, pas d'activité. 48 heures daal lañ ko délai. Bu jeexee ñu continuer suñu liggéey. Ces commerçants, plus que déterminés, comptent suivre à la lettre le mot d'ordre, même si certains ignorent textuellement les causes. Ils vont poursuivre ce gel d'activité jusqu'au terme des 72 heures. Actuellement, après Tilène, retour à Sandaga pour voir comment les commerçants qui s'y établissent gèrent ce 2e jour de grève. De l'avenue Jean Jaurès au rond-point passant par la rue Émile Badiane. Si les commerçants restent assis devant leur cantine, d'autres se sont rassemblés. Ils portent tous des t-shirts de couleur blanche et rouge. À Marbé, oui, on a bien respecté, on est prêt à respecter les 72 heures de grève. Parce que ça y va de notre intérêt, de l'intérêt de tout le monde. Les tracasseries douanières et la cherté des services portuaires et aéroportuaires constituent entre autres leurs points de revendication. En ce 2e jour, les commerçants grévistes ont encore marqué leur territoire. Un reportage de Koumba Sandiane Faye. Comme vous le savez, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, l'UNACOIS, s'est désolidarisée de ce mouvement. Du reste, l'organisation relativise l'impact du mouvement de l'ACIS. Moustapha Lo, le vice-président de l'UNACOIS, en explique qu'il était l'invité de RFM Matin. Je ne pense pas que ça soit un problème à proprement parler. Je pense juste qu'il y a une mésentente. Et à ce niveau, je rappelle que la douane a eu à discuter avec les commerçants à plusieurs reprises, au moins à 8 à 9 reprises. La douane s'est toujours concertée avec les commerçants. Je pense que les choses sont claires à ce niveau. Chacun a le droit d'aller en grève. Mais avant d'aller en grève, je pense qu'il faut s'assurer qu'on est sur la bonne voie.
qu'on a respecté la loi. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? La douane a dit, vous avez amené des conteneurs, alors mettons tout sur la table. On discute carte sur table en fonction des articles que vous avez amenés, qui n'ont pas évidemment la même valeur. On ne peut pas à ce niveau-là se permettre de faire des forfaits. Non, la douane a dit non, c'est tout. Est-ce que les conteneurs ont la même valeur? Je ne le pense pas. C'est pour cela que la douane a refusé d'accéder à cette demande des commerçants. Mais celui qui veut faire la grève, qu'il la fasse. Mais quand même, qu'on nous laisse, nous, travailler. C'est tout. Il ne faut pas s'arrêter à Dakar. Il faut aller dans les régions, aller dans d'autres marchés pour voir si réellement, pour s'assurer de l'effectivité en réalité de cette grève. Est-ce que nous avons une union nationale des commerçants industriels du Sénégal? Les propos de Moustapha Lo ont été traduits par Mohamed Ali Mouba. RFM, la radio de toute l'actualité. Depuis quelque temps, les malades de la grippe défilent dans les centres de santé et autres structures sanitaires. Les consultations pour la maladie ont doublé, constat fait au centre de santé Elisabeth Diouf de la Gueule-Tapée, où le médecin-chef nous confirme c'est plus de 100 consultations par jour. Nafissatou Silla. Centre de santé Elisabeth Diouf. Une longue file de patients attend dans l'enceinte. Ils sont presque une centaine. Et la plupart souffrent de la grippe. C'est le cas de Hawaba, plus de la soixantaine, est très affectée. J'ai la grippe et ça me fatigue vraiment. Et l'hôpital est bondé de malades. L'attente est longue et les commodités font défaut. Depuis un mois, le nombre de patients a doublé. Le médecin-chef nous confirme que les 3/4 des consultations sont pour la grippe et concernent plus les personnes âgées. Depuis à peu près un mois, on a constaté un rush par rapport à la grippe. On voit pas moins de 130, 140 malades par jour. Ça veut dire que le nombre de malades que nous avions l'habitude de voir est multiplié, on peut dire, par 4 pratiquement. Et ceci depuis un mois. Il y a quelques rares cas de palu, quelques cas sporadiques. Mais sinon, l'écrasante majorité, c'est la grippe. Ça touche plus les adultes que les enfants. Un seul médecin pour tant de malades, c'est difficile de prendre son temps pour les conseils nécessaires afin d'éviter la transmission. Mais vous remarquerez que vous avez vu tout le monde qui attend dehors. Si vous voulez prendre, comme le dit l'OMS, 30 minutes par patient, mais ils vont forcer la porte, me taper dessus, c'est pas possible. Donc faire le counseling, dire qu'on fait le counseling, c'est trop dur. Je vous dis, on ne peut pas se permettre de prendre 20 à 30 minutes pour chaque patient, c'est pas possible. Sinon, on ne va pas pouvoir s'en sortir. La grippe est causée par un virus et elle est très contagieuse. À défaut de temps pour le counseling, le médecin-chef suggère des canaux de sensibilisation à travers la presse pour éviter la propagation de la maladie. À 12h10, parlons économie et particulièrement de la dette intérieure. L'État reste de voir au moins 150 milliards de francs CFA aux entreprises des BTP. Et hier, au terme de sa mission d'évaluation, le FMI a sommé l'État de payer la dette due aux entreprises. Du coup, le syndicat national des travailleurs de la construction BTP considère que le FMI leur a donné raison. Le syndicat demande au gouvernement d'apurer très vite la dette. Le secrétaire général, Djaraf Ndao, au téléphone avec Georges Détché-Diop. À un moment donné, quand on a crié partout, urbi, que quand même l'État devait une dette importante aux entreprises du secteur du BTP, certains n'ont pas cru et il y a même des autorités qui n'ont pas cru. Donc cela veut dire que quand même tout ce que nous avions dit, nous ne l'avions pas inventé. Nous sommes basés sur des chiffres vrais, réels. Et qu'aujourd'hui, quand même, le FMI est venu confirmer et demander à l'État de payer intégralement cette dette. Suite à notre conférence de presse, quand même, il faut avouer que des efforts ont été faits. Quand même, une centaine de milliards ont été décaissés pour payer certaines entreprises. Mais il y a d'autres entreprises aussi qui attendent toujours leur chèque. Et je pense qu'aujourd'hui, la plus grande partie de la dette n'est pas encore payée. Mais nous espérons, suite aux dires, aux promesses de l'État, que d'ici décembre, toute la dette sera payée. Et nous attendons aussi de vivre voir quand même que cette situation puisse être réglée. Parce que vous savez, le secteur du BTP est un secteur porteur de croissance. Si nos entreprises ne sont pas payées, ça va plomber l'économie et des conséquences insurmontables. Les reliquats, toujours, ça c'est dans les 150 milliards et poussières. Et quand même, des efforts ont été faits. Mais le gros quand même de la dette reste à être
apurée. Et je pense que c'est le moment que le FMI qui est venu faire sa mission ici demander à l'État publiquement de payer intégralement toute la dette intérieure. Et nous, syndicalistes, nous nous réjouissons quand même de cette interpellation du Fonds monétaire international vis-à-vis de l'État. Et puis au sujet du cadre de coopération entre le FMI et le gouvernement du Sénégal, vous avez dû relever le glissement sémantique dans l'intitulé de cet accord sans décaissement ISPE, instrument de soutien aux politiques économiques, ou ICPE, instrument de coordination aux politiques économiques. Et cela a bien une signification pour l'économiste Dr Khadim Bamba Diagne. Le Fonds monétaire international va maintenant accompagner la politique économique du Sénégal, notamment par la mise à disposition d'experts et d'autres compétences. Le FMI va donc aller au-delà d'offrir une simple visibilité aux bailleurs de fonds avant le financement du Sénégal. Le voici avec Mamadou Amar Ndione. Je vous donne un exemple simple. La Norvège n'a pas besoin de connaître le Sénégal pour lui prêter de l'argent. Maintenant, avec l'instrument de soutien, la Norvège regarde les dossiers de FMI sur le Sénégal pour accorder du prêt ou bien du crédit à l'État du Sénégal. Donc, ce soutien-là joue un rôle extrêmement important dans les pays en développement. Alors que maintenant, l'instrument de coordination est un accompagnement proposé par le Fonds dans le cadre d'un programme comme le plan Sénégal émergent. C'est-à-dire que vous avez un programme, maintenant l'FMI vous aide dans la coordination pour atteindre les objectifs avec une coordination de l'ensemble des activités interreliées qui obéit à un certain nombre de contraintes de coûts, contraintes de temps, contraintes de performance. C'est-à-dire que le FMI maintenant va mettre ses chercheurs, en fait ses esprits compétents pour accompagner le Sénégal dans la coordination des politiques économiques sur différents secteurs. Parce qu'au Sénégal, parfois, on peut prendre des décisions sur un secteur tout en oubliant que cela peut impacter dans d'autres secteurs. Il faut qu'il y ait une coordination beaucoup plus parfaite. Et je pense qu'avec les exploitations du pétrole que nous allons faire d'ici 2 ou 3 ans, il est intéressant d'avoir aussi d'autres institutions qui ont déjà la connaissance, qui ont déjà aussi l'expérience dans d'autres pays, de nous apporter leur soutien. Et puis, au lendemain de l'accident qui s'est produit sur le tracé du pipeline de la SAR hier au niveau du bassin de rétention de Dalifort, nous nous intéressons aujourd'hui à l'étude d'impact environnemental qui est plus que nécessaire dans la réalisation des infrastructures. Selon Hassan Goudiaby, enseignant-chercheur à l'ISE, l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la concertation avec les populations doit être privilégiée pour éviter la pollution de l'environnement. L'État aussi est tenu de faire respecter les conditions environnementales. C'est l'objet du sujet réalisé par Mamadou Amar Ndione. Le développement rime avec la construction d'infrastructures, mais dans quelles conditions doivent-elles s'implanter dans les localités? Pour le professeur Hassan Goudiaby, une étude sur l'impact environnemental est substantielle. L'enseignant-chercheur à l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement à la Faculté des sciences et techniques de l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, précise. Il faut que ces études-là d'évaluation environnementale soient faites avant le début des travaux. Une fois que maintenant ces études-là sont faites, par exemple dans le secteur minier, l'exploitation industrielle minière, c'est systématiquement le cas. Donc les études d'évaluation environnementale sont menées avant même l'exploitation. Et ce qui accompagne l'exploitation, c'est la mise en œuvre du plan de gestion environnementale. Et là, de plus en plus, on tient compte des impacts pour les atténuer autant que faire se peut sur l'environnement. Cette étude environnementale doit se faire en relation avec les populations. De plus en plus, on tient compte des impacts pour les atténuer autant que faire se peut sur les communautés qui vivent autour pour que ces dernières puissent en profiter au maximum. Selon l'enseignant-chercheur, l'État a la mission régalienne de veiller à l'application stricte du volet environnemental des infrastructures. L'État a des instruments et les institutions pour faire le suivi de l'application des règles. Une gestion inclusive des conséquences environnementales reste une priorité pour la réussite des grands projets. Le professeur Hassan Goudiaby a beaucoup insisté là-dessus. L'État, les entreprises et les populations sont obligés de favoriser la concertation. Vous avez dû rectifier de vous-même. Le professeur Hassan Goudiaby enseigne et est un chercheur à l'ISE, qui est l'Institut des sciences de l'environnement et non l'Institut des sciences de la
terre. 12h17 dans notre série de reportages consacrés à la grande mosquée Massalikul Jinan et à 3 jours de l'inauguration du complexe. La grande mosquée Massalikul Jinan, bâtie sur plus de 6000 mètres carrés, l'un des plus grands lieux de culte en Afrique, est érigée en complexe. Elle est composée d'une grande salle de prière, d'une autre pour les femmes, d'un musée et de 2 salles de lecture, l'une pour les garçons et l'autre pour les filles. Un édifice à coups de milliards que nous présente Abdoulaye Diop dans ce reportage. C'est un gigantesque ensemble de voûtes et de coupoles, le tout surmonté de 5 minarets. J'y ai blé petit, une hauteur de 45 mètres et le grand, une hauteur de 415 mètres. Ça, c'est le grand minaret? Oui, c'est le grand minaret. Nous sommes à la grande mosquée Massalikul Jinan. À quelques jours de son ouverture officielle, les ouvriers s'attellent autour des finitions. Notre guide est l'adjointe de l'ingénieur du projet. Première étape, la grande salle de prière. 5 coupoles en tout, mais ben boumak, de diamètre 28 mètres et de hauteur 28 mètres. Et pour vous dire, 28 là. D'accord. Ici, les 2 petites coupoles. Cette salle au revêtement en marbre, à la décoration de la coupole en feuilles d'or, au lustre en cristal ou encore à l'inscription d'arabesque peut accueillir 7000 fidèles. De temps en temps, notre guide supplie même les ouvriers à accélérer le rythme. À l'entrée nord-sud, un peu à gauche, s'ouvre une porte. C'est la salle de lecture du Coran réservée aux filles. Derrière se trouve... C'est la salle de prière des femmes, composée de 2 coupoles, 2 petites coupoles, mais c'est sémistré. Cette salle accueille 3000 fidèles. Des carreleurs sont à pied d'œuvre, des volontaires nettoient le sol, des centaines de visiteurs vont et viennent, immortalisent parfois même ces moments. Sa construction est lancée depuis 2012. La grande mosquée Massalikul Jinan, ou les chemins du paradis en arabe, est entièrement financée par la communauté mouride. Elle sera inaugurée vendredi 27 septembre prochain. Et pour être complet sur ce sujet, ce communiqué du commissaire central de Dakar en prélude à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, le commissaire principal Ndiara Sène, commissaire central de Dakar, tient une conférence de presse à 16h dans les locaux du dit commissariat pour dévoiler le dispositif sécuritaire et le plan de circulation mis en place pendant et après l'événement. RFM. L'actualité internationale. Anna Rocha, rebonjour. Rebonjour Souleymane. L'Algérie d'abord, où 8 bébés sont morts dans l'incendie d'un hôpital. Le Premier ministre algérien Nourdine Bedoui a ordonné l'ouverture d'une enquête urgente, dit-il. Certains sont morts de brûlure, d'autres après avoir inhalé de la fumée. Daoud Diouf. C'est tôt ce matin que l'incendie a ravagé l'hôpital Bachir Ben Nasser à El Oued. Pour l'instant, on décompte 8 bébés morts. Certains ont été brûlés et d'autres inhalés par la fumée. Le feu a été maîtrisé vers 3h du matin. Au total, 11 bébés et 107 femmes ont été secourus lors de cet incendie qui a ravagé l'hôpital. Près de 30 membres du personnel ont été également secourus. Le Premier ministre algérien Noureddine Bedoui a ordonné une enquête urgente sur l'incendie et a mandaté le ministre de la Santé pour qu'il se rende à l'hôpital sinistré. Pour l'instant, les causes de l'incendie restent inconnues. Mais rappelons que ce même établissement de santé dénommé Mère et Enfants avait été ravagé en mai 2018 par un incendie qui avait causé d'importants dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. Toujours au Maghreb, au Maroc, cette fois-ci, le tribunal de première instance de Rabat a de nouveau reporté le procès de la journaliste Hajar Rassouni, audience renvoyée au 30 septembre. Elle est poursuivie pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, une affaire qui suscite l'indignation des organisations de défense des droits de l'homme. D'ailleurs, près de 500 personnes ont publié un manifeste pour soutenir la journaliste. Les précisions de Khadim Baye à Casablanca. C'est un appui de taille à la journaliste marocaine Hajar Rassouni. Près de 500 femmes, soit exactement 490 marocaines, ont publié un manifeste intitulé « Hors la loi ». Le chiffre 490 n'est pas anodin. Les signataires du manifeste dénoncent en fait l'article 490 du Code pénal marocain qui punit de prison les relations sexuelles hors mariage et l'avortement. Une tribune rare dans le royaume chérifien
Co-rédigée par la représentante de la francophonie Leïla Silimani, elle a été reprise par de nombreux journaux marocains et occidentaux. La date de publication n'a pas été choisie non plus au hasard. Le tribunal de première instance de Rabat a reporté au 30 septembre le procès de la journaliste marocaine Hajar Ressouni, poursuivie pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Une affaire qui continue de susciter une vague de colère et d'indignation sur le vent des débats sur les libertés individuelles au Maroc. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Direction le Burkina où le syndicat des fonctionnaires de police est en colère. Selon RFI, les syndicalistes demandent l'intégration de la police dans les forces de lutte contre le terrorisme, ce conformément aux recommandations du G5 Sahel. Les policiers se plaignent également du détournement d'armes par les militaires. Bilan très mitigé du sommet exceptionnel de l'ONU sur le climat. Hier à New York, Souleymane, seules 66 nations, pour la plupart des pays en développement, se sont engagées à augmenter leurs efforts d'ici 2020. Ces pays pèsent à peine 6,8% des émissions de gaz à effet de serre. Selon les experts, les conclusions du sommet d'hier restent en deçà des attentes de citoyens qui sont de plus en plus inquiets de la multiplication des ouragans, des canicules ou encore des sécheresses. En Espagne, la Cour suprême autorise l'exhumation du corps de Franco. La Cour suprême a donc rejeté dans sa totalité le recours des descendants du dictateur qui s'opposait au transfert de la dépouille. Cela fait l'objet d'un bras de fer avec le gouvernement espagnol qui a duré plus d'1 an. Les restes du général vont donc être exhumés de son mausolée pour être transférés au cimetière d'El Pardo. C'est au nord de Madrid, là où résidait Franco lorsqu'il dirigeait l'Espagne, Souleymane. Merci Anna Rocha. Point de vue tout à l'heure sur les enjeux de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Nous en parlerons avec le professeur Moustapha Kassé, doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et avec le docteur Cheikh Gueye, géographe de formation mais membre du comité scientifique de l'inauguration de Massalikul Jinan, auteur entre autres de Touba, la capitale des Mourides. RFM Sport. Rebonjour cher Tidiane Diagne. Rebonjour à vous Souleymane Niang. Messi sur le toit du monde du football, Salah et Mané zappés, de quoi installer une polémique. Ah oui, cela fait mal et on l'a entendu hier, Samuel Eto'o qui a été l'un des premiers à s'offusquer contre ce choix de la FIFA de faire de Lionel Messi le meilleur joueur, même pas de joueurs africains, notamment Sadio Mané et Salah dans le 11 type. Cela continue toujours à faire mal sur le terrain. Après le résultat du Best FIFA, les joueurs africains n'ont pas été récompensés. Ils ne figurent même pas dans le 11 type, malgré les efforts fournis la saison dernière. Selon le journaliste consultant à France 24, BBC et Stade d'Afrique, c'est un manque de considération pour le football africain. Lassana Kamara. Les Africains, nous-mêmes, nous ne faisons rien pour une bonne communication du football africain. On ne fait pas de marketing. La CAF doit travailler, nos fédérations doivent travailler. On doit respecter les médias locaux. Les joueurs africains ont ce problème-là. Quand ils ont des interviews, quand ils ont beaucoup de choses à faire, ils préfèrent certains médias internationaux au détriment des médias locaux. Sadio Mané, normalement, quand il a une grande interview à faire, une grande déclaration à faire, il doit plutôt penser à RFM, TFM et d'autres médias sénégalais que d'appeler RFI, par exemple. Donc il y a ce problème de marketing. Maintenant, le football, ce n'est pas seulement sur le terrain, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Autrement dit, les Africains ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et certains capitaines, coachs et médias africains n'ont pas voté pour les leurs. Le collège africain n'est pas solidaire. Je ne demande pas aux Africains de voter systématiquement pour un Africain, mais il faut être stratégique, il faut être cohérent. Quand un capitaine ou un entraîneur africain ou un responsable média africain vote De Ligt, Hazard, Mbappé au détriment de Sadio Mané et de Mohamed Salah, c'est tout simplement que soit on ne regarde pas le football ou on vote pour le délire. Pour notre interlocuteur, Sadio Mané méritait au moins une place dans le 11 type. Et si l'on jette un regard sur les votes, l'on se rend compte que par rapport aux pays frontaliers, seul le Mali a été loyal jusqu'au bout. Handball, tournoi qualificatif au JO, le Sénégal veut rugir à domicile. Et oui, les Lions qui sont sur la dernière ligne droite de leur préparation. L'objectif des protégés de Frédéric Boujon, c'est de remporter le tournoi qui va démarrer jeudi. Abdourahmane Diallo a rencontré quelques-unes d'entre elles.
Elles sont 19 joueuses en regroupement à Sali. Ces Lions de handball se disent conscientes de leur objectif. Ndungu Kamara, capitaine de l'équipe nationale féminine de handball. On s'est toutes retrouvées sur cette compétition exprès parce qu'elle est majeure pour le pays et majeure pour nous aussi dans notre carrière de sportif de haut niveau. Toutes les filles sont présentes et on va faire le taf. D'abord gagner les premiers matchs, c'est très important et le dernier match finira par l'Angola, une finale qui a été faite déjà à la CAN passée. Je pense qu'il faudra bien gérer l'émotion et tout ce qui va avec parce qu'on en aura vraiment besoin. D'ailleurs, elles sont confiantes et ont même pris des dispositions pour avoir de bons résultats. Amina Sankaré. Des trois équipes, je ne dirais pas qu'il y ait une équipe qui nous fait le plus peur. S'il y avait une équipe à craindre, ce serait nous-mêmes. Parce qu'on a vu, par rapport justement à la dernière CAN, on a vu notre niveau et on a vu qu'on était capable. Donc si on avait une équipe à craindre, ce serait nous-mêmes. On est motivés, on est déterminés, on est prêts. Il ne manque plus qu'à lâcher les chevaux, quoi. Lors de ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2020, les Lions de handball vont rencontrer le Cameroun, la RDC et l'Angola. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Gestion des finances axée sur les résultats. Un séminaire de mise à niveau est organisé par le ministère des Sports pour une meilleure compréhension des enjeux. Dans nos toutes prochaines éditions, vous entendrez le ministre des Sports, Matarba, qui a présidé cette cérémonie. Natation, dimanche prochain, la traversée Dakar-Gorée. La Fédération sénégalaise de la discipline a tenu ce matin une conférence de presse pour annoncer les mesures prises pour une bonne réussite de l'événement. Nous y reviendrons très certainement dans les éditions de l'après-midi avec des éléments sonores. Une note nécrologique pour finir. Le football saint-louisien qui est en deuil avec le décès hier soir à Saint-Louis de Aliou Cissé, un ancien joueur du réveil de Saint-Louis des années 60. Le témoignage du doyen Abdoulaye Diaw. Aliou Cissé, c'est d'abord l'avenir avant le réveil de Saint-Louis, les deux équipes de son quartier Lodo à Saint-Louis. C'est surtout avec le réveil de Saint-Louis qu'il fera ses lettres de noblesse en gagnant la Coupe d'Aoyof en 1957, surclassant l'étoile filante de Lomé de Amouzougou, Sofiana Djibril Karimou et Oscar Anthony à Lomé même. Avant de battre en finale l'Africa Sport d'Abidjan, de bas André Pagné de Damaï, de Nyankouri et de Rustico de Gonzave sur la marque de 4-1. Nous sommes le 5 mai 1957 à Dakar. Aliou Cissé, décédé hier soir à Saint-Louis, avec comme coéquipier sous le maillot du réveil de Saint-Louis, Malé dans les buts, Tafa Kamara, Blégué, Yahya Dieng en défense, Sambou Ousseinou et Chamdemba comme milieu terrain, Dor, Aboussar, Diop 2, Serigne Bayfal pour compléter l'attaque avec Aliou Cissé. C'était la première Coupe d'Aoyof du football saint-louisien avant celle de la Saint-Louisienne même en 1959. Aliou aura aussi le privilège de vivre les toutes premières sélections du Sénégal. Il restera vivant dans les cœurs et les esprits. Son talent lui a ouvert les portes de l'éternité. Aliou Cissé, donc, ancien joueur du réveil de Saint-Louis des années 60, décédé ce matin. Son enterrement est prévu cet après-midi à Saint-Louis, que la terre lui soit légère. Amen. Merci, cher Tidiane Diagne. 12h30. Restez avec nous dans un instant, la revue de la presse. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 24 septembre 2019, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Fin d'émission d'évaluation du FMI au Sénégal. À en croire Le Soleil de ce matin, notre pays a reçu les satisfecit de ce gendarme international de la finance. Le Fonds monétaire international prévoit d'ailleurs une croissance de 7% en 2020-2021 pour notre pays. En première page, le visage radieux, souriant de Corinne Delcha, la chef d'équipe qui certifie, selon le journal, la bonne tenue de l'économie. Libé va plus loin, qui estime que le FMI applaudit le Sénégal. Le journal Les Échos reprend le refrain sur la base bien sûr des assurances de cette institution de Bretton Woods. Le pays est dynamique, l'émergence est à portée de main. Mais en lisant ce matin d'autres titres de la presse, on se rend compte que ce n'est là que la face visible de l'iceberg. Le FMI n'a pas dit que cela. Le journal LAS note par exemple que le Fonds monétaire international juge le train de vie de l'État dispendieux et somme l'État du Sénégal de régler au plus vite les obligations impayées vis-à-vis de la Sénélec. En clair, estime
estime Vox Populi, le FMI demande à l'État de solder ses dettes et de rétablir la vérité des prix. Le FMI va au fond, écrit le quotidien. Il recommande l'arrêt des subventions sur le carburant et la réduction du train de vie de l'État. La Tribune parle de 3 piqûres de rappel du FMI. Il s'agit du paiement de la dette intérieure, de la récupération des impayés fiscaux, du respect des engagements précédents du gouvernement. Le journal L'Observateur note quoi qu'il en soit, si le Sénégal respecte le nouvel accord passé entre lui et le FMI, l'émergence est à portée de main. Économiste de formation, enseignant-chercheur, Dr Khadim Bamba Diagne note que le Sénégal n'a pas intérêt d'ailleurs à perdre la confiance du FMI. Cela y va de sa crédibilité sur les marchés internationaux. Le confrère parle alors de New Deal entre le FMI et le Sénégal, en écho bien sûr à la politique interventionniste mise en place par le président Roosevelt en vue de lutter contre les effets de la Grande Dépression aux États-Unis, la crise des années 30, souvenez-vous. La reprise des travaux du stade Assane Diouf, Jack Bauer bloque les Chinois. Par arrêté en date du 19 septembre dernier, le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, suspend les travaux à Assane Diouf. Selon le journal Vox Populi, Bauer met un terme tout au moins jusqu'à nouvel ordre aux travaux entrepris par les Chinois sur le site. Il évoque les motifs de non-existence d'une autorisation de construire visée par les services compétents, absence d'études d'impact environnemental, risque de troubles à l'ordre public, entre autres motifs pour justifier sa décision. Nouvelle découverte de pétrole au Sénégal à Grand Tortue. Le journal Le Quotidien qui donne la nouvelle relève que c'est la compagnie américaine qui réussit le coup, et cette importante découverte est circonscrite dans les limites maritimes du Sénégal. Bamboula a AGETIP, le directeur général, dans une logique de prédation. Le journal Source A parle de vie de prince. Le salaire du DG passe de 1 million en juillet 2015 à plus de 7 millions en septembre 2018. L'acte de vente du titre a été établi au profit de la coopérative pour un coût global de 210 millions francs CFA. Mais fait inédit, les 100 millions de francs CFA ont été décaissés du compte de la coopérative pour l'achat du terrain en dehors de la comptabilité du notaire. Le journal parle de voyages induits aussi, à lire dans Source A. La délégation du pôle urbain de Diamniadio en fast-track à l'allure d'escargot, titre le journal Direct Info. Le parc industriel de Diamniadio, plus de logos que d'entreprises, appartements et villas, des décors pour séries télé, compo des Marichou, maîtresses de nos mariés. La deuxième université de Dakar, l'université Amadou Mahtar Mbow, annoncée mais pas achevée toujours. Diamniadio ne sera pas à Dubaï, remarque encore Direct Info, dépourvu d'un réseau d'assainissement et d'une voirie secondaire. Le pôle urbain ne peut pas accueillir ses premiers habitants. Et puis sport, FIFA's Best 2019. Messi supplante Van Dijk, Sadio Mané et Salah zappé du 11 type. Messi vote Sadio toutefois, Cissé et Kouyaté aussi. Pour Eto'o, Salah et Mané sont les meilleurs. C'est ce que nous dit le journal Record dans son édition de ce mardi. Le journal LAS parle de la farce de l'année. À 12h35, bienvenue à Point de vue. Nous parlons aujourd'hui de la prochaine inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Ce sera le 27 septembre, dans 3 jours maintenant. Et nous parlons des enjeux de cette inauguration avec le professeur Moustapha Kassé, doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et de gestion, et le docteur Cheikh Gueye que nous avons déjà en ligne, géographe de formation, membre du comité scientifique de l'inauguration de Massalikul Jinan, auteur de Touba, la capitale du mouridisme. Docteur Gueye, bonjour. Bonjour. Alors, votre domaine d'expertise, c'est la géographie. Ce sera peut-être utile dans notre discussion, mais nous vous avons invité en tant que membre du comité scientifique de l'inauguration de Massalikul Jinan et intellectuel mouride, engagé et auteur de Touba, la capitale des mourides. Une grande mosquée existe déjà à Touba, c'est connu de tout le monde. Qu'est-ce qui explique la construction de la grande mosquée Massalikul Jinan très rapidement pour entrer dans le vif du sujet? Bon, la confrérie mouride, c'est une confrérie de conquête. C'est une confrérie qui veut se donner un fabuleux destin, une
conquête qui a commencé par le milieu rural, puis le milieu urbain, avec donc leur éparpillement dans les grands centres urbains au Sénégal et à Dakar. Et donc, Massalikul Jinan, c'est une conquête de plus, c'est une étape de plus qui symbolise dans cette capitale qui est en fait le lieu, le symbole des institutions politiques, laïques, des infrastructures économiques de la colonisation, que cette confrérie, après avoir construit sa capitale, conquiert aussi d'autres espaces, comme elle le fait dans d'autres pays, sur d'autres continents. Et donc, Massalikul Jinan peut être considéré comme une étape de plus dans cette volonté de conquête, de développement. Pour moi, ça donne à cette confrérie une occasion également de tester sa démarche d'autofinancement volontariste, autonomiste, et aussi sa capacité d'adaptation à tous les milieux. Mais je pense que l'un des sens que le calife lui-même donne à cette mosquée et toutes les autorités, c'est qu'ils veulent que ça soit un creuset de convergence et de vivification du savoir islamique. C'est-à-dire que tout le monde le répète, comme vous le voyez, que ça doit être un creuset pour tous les musulmans. Exactement. Ça ne doit pas être considéré comme une mosquée. Dans les éléments de langage, cela revient très souvent. C'est un site pour tous les musulmans au-delà de la communauté mouride. Voilà, mais un des aspects les plus importants aussi, c'est justement le savoir, la vivification du savoir. Nous sommes dans des pays où le savoir islamique a besoin encore d'être développé, qu'on construise des universités, qu'on construise des lieux d'échange de savoir, qu'on sorte de cette logique qui fait que sur l'islam, on parle, voilà, le débat ne vole pas très haut. Et pour eux, donc, c'est aussi un espace où il va falloir développer une institution, un institut sur le soufisme, par exemple, qui est en fait le courant islamique le plus présent au Sénégal. C'est aussi l'occasion de mettre des passerelles entre les différents courants religieux et également d'en faire un lieu d'éducation islamique. Et ça, ce sera la deuxième phase du projet ou du programme, après la mosquée en tant que telle qui sera inaugurée dans 3 jours. Exactement, c'est ça l'objectif. C'est d'inaugurer déjà l'espace de prière, mais après de poursuivre le chantier pour que le projet couvre tous ces objectifs. Et c'est effectivement toutes ces dimensions que recouvre la mosquée Massalikul Jinan. Et quand on regarde un peu le sens du nom Massalikul Jinan, les chemins du paradis, le poème qui lui donne son nom est lui aussi très représentatif, très symbolique, puisqu'il invite au savoir. Il invite au savoir associé aussi à l'action. Un poème qui est très à la mode actuellement, d'ailleurs, dans les rues de Dakar, avec les marchands ambulants et dans les lieux de commerce, dans les lieux publics en général. Alors, c'est bien entendu et c'est très clair. C'est d'abord un site religieux, une mosquée, un lieu de prière destiné à toute la Oumma islamique sénégalaise et au-delà. C'est aussi un centre de recherche, de vivification de la foi, vous l'avez dit. Au-delà de ces deux aspects, quels sont les enjeux, justement je note par exemple que c'est un monument architectural assez gigantesque et impressionnant. Quels sont les autres aspects de ce projet qui doivent être retenus? Le gigantisme, effectivement, il est très important, mais je pense que c'est aussi un investissement pour relier Dakar à Touba. N'oublions pas que l'axe Dakar-Touba est un axe très important pour les Mourides. C'est d'abord leur capitale. Et puis, le lieu de travail le plus important des Mourides, c'est Dakar. Et le fait de les relier, ça consacre ce corridor
entre Dakar et Touba, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une thèse à Avignon il y a une dizaine d'années, et qui montre que c'est le corridor le plus dynamique du Sénégal en termes démographiques, en termes économiques. Il était important aussi qu'il y ait deux mosquées qui dialoguent, et c'est aussi le sens qu'il faut retenir. Je pense qu'on peut aussi, si j'ose une analyse un peu géographique, n'oublions pas que dans le plan directeur d'urbanisme de Dakar, il était prévu d'avoir autour de la place de l'Obélisque, mais aussi jusqu'au Triangle Sud, le nouveau centre de Dakar. C'était ça qui était prévu, et pour moi, cet investissement vient densifier la centralité de cette partie de Dakar, avec une infrastructure religieuse, mais n'oublions pas que la mosquée est aussi une initiative sociale. Et comme on le sait, les mourides, l'éthique du travail, mourides, les affaires ne sont jamais loin des mosquées en milieu mouride. Donc les deux vont ensemble. Il me semble que le lieu est aussi très, très approprié si on voit tous les marchés qui l'entourent. Donc, on évoque aussi le côté tourisme religieux et tout le potentiel que cette mosquée recèle en termes d'attraction pour la destination au Sénégal. Qu'en pensez-vous? Le tourisme religieux, c'est un élément qui est très peu exploité au Sénégal. Il est très rare de voir des touristes qui arrivent au Sénégal et qui foncent vers les lieux religieux. Et c'est dommage parce que c'est juste une question de marketing. Le religieux, c'est un élément très important pour la société sénégalaise, pour l'espace sénégalais. Et donc, il aurait été très important d'avoir toute une politique d'attraction des touristes vers les sites religieux. Il y a beaucoup de pays qui l'ont. Si ce n'est pas le cas pour Dakar, puisque ça devient la plus grande mosquée de Dakar, c'est effectivement une innovation. Il y a beaucoup d'innovations technologiques, architecturales dans cette mosquée. Et effectivement, ça peut constituer un élément d'attraction très important pour des touristes. Mais il faudrait sans doute toute une politique globale pour que ces visites de touristes puissent s'intéresser aux sites religieux, puisque c'est l'un des éléments marquants de notre pays. Mais je pense que après l'inauguration, il est prévu d'avoir un ensemble de discussions, d'ateliers pour définir des stratégies de marketing de l'investissement et aussi de valorisation de cet investissement, pour également prendre en compte tout ce qui concerne son entretien. Oui, c'est un enjeu très important, la maintenance et l'entretien d'un édifice aussi important. Et c'est un grand défi qui nécessite bien naturellement des ressources humaines et des ressources financières, bien naturellement. Voilà. Merci beaucoup, Dr Cheikh Gueye. Nous devions être en ligne avec le professeur Moustapha Kassé. Des soucis techniques nous empêchent d'entrer en contact avec lui. Nous sommes cependant avec le professeur Khadim Rassoul. Nous avons malheureusement seulement 1 minute. Je voudrais vous saluer, vous remercier de consacrer un petit moment à cette discussion et vous donner la parole peut-être pour nous dire votre ressenti à la veille de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, surtout du point de vue des enjeux. Comment vous appréhendez ce grand projet au-delà de la dimension religieuse et relativement académique en termes de développement d'un centre de recherche et de vivification de la foi musulmane? Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, en 1 minute, que pouvez-vous dire sur l'inauguration de Massalikul Jinan, au-delà de l'aspect religieux et au-delà de l'aspect académique? Ça veut dire que je vais commencer par faire un rectificatif très important sur l'erreur qui a été commise par M. Iber Thiam. Et là, la réponse a été vraiment une réponse extraordinaire. Parce que Massalikul Jinan, ça signifie les itinéraires du paradis. Et que Serigne Touba, Khadim Rassoul, a écrit Massalikul Jinan à l'âge de 15 ans.
Donc, vouloir dire que Serigne Touba est allé en Mauritanie pour approfondir ses connaissances linguistiques, c'est absolument faux. C'est à l'âge de 15 ans que Serigne Touba... Nous vous avons bien entendu, c'est très clair. D'accord. Et merci. Là, sur le plan public, Serigne Touba a inventé quelque chose d'extraordinaire pour les Sénégalais, c'est le ndigal. Depuis quelque temps, le monde constate que l'être humain est décentré par rapport aux dividendes économiques. Et à partir de là, Serigne Touba travaille dans le sens du recentrage de l'humain vers l'économie. Et tout ça basé sur la spiritualité et le travail. Serigne Touba est la clé du redressement productif du Sénégal. Il ne s'agit pas de comprendre Serigne Touba par rapport à une confrérie. Il faudrait tout simplement comprendre ce que Serigne Touba a tracé dans les itinéraires du paradis, reconstruire le Sénégalais, reconstruire l'être humain pour aller dans le sens du vital nécessaire par individu, dans le sens du bonheur pour tous. Toute la transcendance de Serigne Touba repose sur ça. C'est pour ça que Serigne Touba me disait, il ne faut pas que les autres me regardent la noirceur de sa peau. Il faudrait que les gens sachent que Serigne Touba est venu pour l'équilibre du monde. Et vous conviendrez avec moi que l'indigal est une force transcendante qui n'existe pour l'instant que dans cette dynamique mémorique et que tout le Sénégal a besoin de ça. Tout le Sénégal a besoin de consensus générationnel mais dynamique autour de la vision khadimique, de la vision tracée par Serigne Touba. Il ne faudrait pas qu'un Sénégalais puisse prendre Serigne Touba comme étant un adversaire. Serigne Touba va nous pousser à mettre en place l'équilibre du monde. L'équilibre du monde sera façonné par les Sénégalais, par le Sénégal, à travers la vision khadimique de Serigne Touba. Merci, professeur Khadim Rassoul, pour votre temps et pour votre intervention dans ce débat sur les enjeux de Massalikul Jinan. Et merci pour cette exégèse un peu sur l'intitulé de la mosquée et du poème du cheikh Massalikul Jinan, les chemins du paradis. C'est la fin de ce journal.